Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui donc au parking pour récupérer notre voiture qui va nous accompagner en Bourgogne-Franche-Comté. Pour découvrir ce qui se cache derrière Noël, à commencer par le sapin de Noël, ensuite les escargots et enfin pour terminer les poinsettias ou étoiles de Noël. Avec Clément, on a décidé d'aller choisir notre sapin pour décorer notre bureau. Donc nous sommes dans le Doubs chez Vincent, donc sur une pépinière, et on a trouvé l'heureux élu qui est juste derrière nous. Donc bonjour, aujourd'hui nous sommes avec Vincent donc, dans le Doubs, et comme vous pouvez le voir, on est au milieu des sapins. Donc Vincent, est-ce que tu peux te présenter un petit peu et nous dire pourquoi déjà tu as fait le choix de la culture de sapin? Bonjour. Donc, on est une pépinière depuis une cinquantaine d'années, donc qui a démarré avec mon grand-père, qui lui est agriculteur et a démarré, entre autres, la culture de plants forestiers et aussi de sapins de Noël. Donc, au cours du temps, on a développé cette activité où nos salariés qui, en temps normal, travaillent en pépinière de production pour des végétaux pour les jardins, passent à la partie sapin de Noël, où là on se consacre effectivement pendant un mois à couper les sapins et les expédier. Alors par exemple, si on prend le sapin là qui est juste derrière nous, combien de temps il faut pour avoir un sapin comme ça? Quel est son cycle de vie? Alors un sapin, tout le monde croit qu'on le fait très rapidement, mais en fait c'est une vraie culture. Déjà, il faut savoir que tous les sapins de Noël qui sont vendus en France sur les marchés sont des sapins cultivés. Il n'y a aucun sapin où on va dans les forêts couper où on trouve un sapin, ça n'existe pas. Le sapin, c'est des cultures spéciales, c'est-à-dire qu'on va planter un jeune plant qui a environ 2 ou 3 ans, qui fait à peu près 20 à 30 cm de haut. Et après, on va le cultiver pendant 7-8 ans. Là, ce sapin-là, à peu près, je dirais une dizaine d'années. Et à chaque année, il va falloir lui apporter des soins, c'est-à-dire les éléments nutritifs, un peu d'engrais, de la taille éventuellement pour pouvoir le maintenir dans une belle forme. Donc j'imagine que ceux qui sont bons à couper, c'est ceux où on peut identifier des nœuds dessus. Et qu'est-ce qui fait justement qu'on sait qu'un sapin est bon à être coupé? Alors oui, effectivement, on marque tous les ans nos sapins avec des nœuds pour les repérer et pouvoir les couper rapidement aussi. Le marquage est assez simple, c'est-à-dire qu'on a une qualité. Il faut un sapin qui soit équilibré, pas trop large. Et on essaie de séparer les sapins, c'est-à-dire de couper les sapins qui sont trop serrés les uns des autres. Vincent, alors tu nous as dit qu'apparemment il y avait deux espèces de sapins, deux variétés de sapins. Est-ce que du coup tu peux nous dire laquelle variété on retrouve ici? Effectivement, il y a deux variétés les plus vendues. La première qui est le sapin Norman, donc qui est quasiment la totalité de la vente. Et on a une autre essence qui est l'épicéa, qui est l'essence traditionnelle. Alors les différences entre les deux, elles sont relativement simples. Le Norman, il tient très bien l'aiguille, c'est-à-dire que il n'y a pas d'aiguille dans les appartements ou dans les maisons. Et il est très fourni, très large, et il a la capacité, si vous voulez, de rester longtemps pour Noël et voire même après. D'accord, donc par exemple celui-là typiquement c'est un Norman. Ça, c'est un Norman, voilà. Okay. Et puis après, on a l'épicéa. Donc l'épicéa, il sent très bon. Hein. Dès que la chaleur arrive dans les appartements, il sent bon. Par contre, il tient, on va dire, une vingtaine de 15 jours, 3 semaines. Et après l'aiguille tombe. Donc okay. C'est un problème. Et donc du coup, l'épicéa ici. Voilà, ça c'est l'épicéa. Okay. Vincent, là on voit qu'on est sur l'autre partie de ton activité. Effectivement, oui. Alors, est-ce que tu peux un peu nous expliquer où on est, ce que tu fais ici, combien de personnes aussi t'emploient sur cette partie de ton exploitation? Donc ici, on est sur place à l'entreprise, sur la surface de vente. Donc on est 7 personnes.
Donc 5 sur le terrain qui sont dans les cultures tous les jours. Et on a bien sûr une personne au bureau et moi donc qui fait un petit peu la transition entre le bureau et le terrain. Aujourd'hui, on retrouve Marjorie sur son exploitation du coup d'escargots. Et voilà, la star du jour. On l'a appelé Jaco. Alors bonjour Marjorie, merci beaucoup déjà de nous accueillir. Est-ce que, enfin voilà, on sait qu'on est sur une exploitation d'escargots. C'est ça. Donc comment s'appelle ton métier, comment s'appelle ce type d'élevage, etc. Ouais. Alors moi, je suis hélicicultrice. Donc en fait, hélix, le latin du mot escargot, et la culture, l'agriculture, l'élevage. Donc mon métier, donc moi j'élève les escargots, des gros gris, donc qui sont comme ça, que j'élève dans mes parcs en plein air, comme on peut voir là derrière. Voilà. Et après, j'ai un labo où je les transforme sous différentes façons. Et puis après, je les vends soit sur mon magasin ou sur des marchés de producteurs, et puis quelques revendeurs et quelques restaurateurs. Du coup, enfin, c'est quand même pas une exploitation, enfin en tout cas un type d'élevage commun. Enfin, comment t'es venue l'idée? Alors moi, mon papa est agriculteur, donc il a des vaches et moi, j'étais passionnée par les chevaux. Et du coup, j'ai fait un bac agricole, ensuite un BTS agricole. Et ensuite, je suis partie travailler dans différents domaines. Et il y a 4 ans, je me suis dit, il faut vraiment que je revienne à un métier terre à terre dans l'agricole, parce que ça me manquait vraiment, l'histoire d'être en plein air, de contact avec l'animal, etc. Et du coup, après, je suis partie en formation à lycée à Château-Farine, vers Besançon. Donc, j'ai fait 4 semaines de formation spécialement sur l'élevage de l'escargot et 4 semaines sur tout ce qui est l'histoire de la transformation des escargots avec les normes du laboratoire et tout ça. Et alors, vu que tu disais que tu aimais beaucoup les chevaux et tout ça, c'est vrai que bah, du coup, le contact avec l'animal est quand même nettement différent entre totalement un cheval différent. et un escargot. Les escargots, bah, parce que j'ai un champ certes de 2 hectares, mais on fait pas grand chose avec 2 hectares. Donc j'ai réfléchi à faire de la volaille, on est parti de l'autruche, on est parti, ça a mis un temps fou. Et puis après on s'est dit, mais pourquoi pas l'escargot? Parce que le but final aussi, ça serait de pouvoir m'installer avec mon mari, donc être à 2 sur l'exploitation. D'accord. Et mon mari aime beaucoup faire à manger. Donc on s'est dit, moi l'élevage, j'adore ça, je vais kiffer, et puis mon mari kiffera le labo. Donc pour le moment, voilà. Donc pour le moment, je suis toute seule, faute de revenus, on est en plein développement. Mais dans quelques années, ça serait cool d'être les deux. Ça serait la finalité totale du projet. Super. Ah, j'ai une question un petit peu bête, hein, vraiment complètement. Mais par exemple, nous, quand on est dans la rue ou des trucs comme ça, on essaye de faire attention, en tout cas pour certains, d'éviter d'écraser les escargots. Dans un parc comme ça où ça grouille d'escargots, tu fais comment pour marcher? Eh ben, en fait, j'ai des allées sur le bord et moi, je viens la journée. Donc la journée, à part tôt le matin, mais je peux venir toute l'après-midi, ils sont tous cachés. Ils sont tous cachés. Donc il y a beaucoup moins de risques d'écraser l'escargot. Ok, d'accord. Alors, nous avons une star là. Alors, est-ce que tu peux nous dire quelle espèce ou race d'escargot c'est? Oui. Alors moi, j'élève des escargots gros gris. Donc c'est des Helix aspersa maxima. C'est un escargot qui s'adapte très bien à notre climat qui est assez rude. Là, on voit à cette période, tu nous as dit qu'il n'y en avait plus dans les parcs. Quel cycle de vie ça a un escargot? Tu m'as dit qu'au printemps, il me semble, tu les recevais tout petits. Voilà. Donc mi-mai, après les saintes glaces, donc après théoriquement les dernières gelées de l'année, je mets les escargots dans les parcs et ils mettent entre 4 et 5 mois, suivant le climat, à devenir adultes comme ça. Donc une fois adultes, on les récolte. Donc on ramasse tout ce qu'il y a sur les planches, on vide les parcs, donc du coup ils sont comme là à l'hivernage. Et les escargots, on les met dans des filets, comme ça, et après on les met dans ma serre, devant un ventilo pour qu'ils s'endorment. Donc là, mes escargots, ils sont cuits au courbouillon.
Et puis là, j'ai préparé une farce qu'on appelle bourguignonne. Donc beurre, persil, échalote, sel, poivre. Et moi, depuis mon installation, ce qui me tenait le plus à cœur, c'est de travailler avec des producteurs locaux au maximum du maximum. Donc les légumes pour cuire les courbouillons, ils viennent du maraîcher juste à côté. Toutes mes recettes, elles sont faites à partir de produits locaux. Donc là, je suis en train de préparer les fameux escargots en coquille. Donc j'insère l'escargot dans la coquille, je prends un petit peu de farce et on beurre. Voilà. On retrouve aujourd'hui Simon, horticulteur dans le Doubs, pour découvrir les secrets de l'étoile de Noël. Bonjour Simon. Bonjour. Donc, nous sommes aujourd'hui dans le Doubs. Donc est-ce que tu peux te présenter le lieu où on se trouve? Donc, bienvenue à Magnier, dans le département du Doubs, comme tu l'as dit. Donc, je m'appelle Simon Courbet, j'ai 47 ans. Je suis horticulteur depuis l'an 2000 et vous êtes dans une serre ici. Mes cultures se font sous serre, des serres en verre, et il y a 5000 m² de serre en verre pour produire. Alors, qu'est-ce qu'un horticulteur? Alors, un horticulteur comme ici, c'est quelqu'un qui est destiné à produire des plantes d'ornement. Donc, on produit des plantes d'ornement en cette saison, ce sont des étoiles de Noël. Et c'est aussi au printemps des plantes qui vont servir à décorer les maisons, les jardins, les balcons, les terrasses. Et alors, quelle est la différence avec un pépiniériste? Alors un pépiniériste, il fait le même métier, sauf qu'il produit des plantes qui vont avoir des cycles de culture un peu plus longs, sur 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Il produit en général des arbres, des arbustes. Alors là, bon, c'est vrai qu'on est au milieu des poinsettias, donc est-ce que tu peux un peu nous parler de cette plante spécifiquement, l'étoile de Noël? Voilà. Alors, comme tu le dis, on est dans une serre de poinsettia ou étoile de Noël. Donc, c'est des plantes qui sont destinées à être vendues à partir de maintenant jusqu'aux périodes de fête. C'est des plantes qui ont été plantées au mois de juin, qui ont été cultivées, qui sont poussées, qui se sont développées, qui ont une croissance jusqu'au mois de septembre, fin septembre. Et la particularité de cette plante-là, c'est qu'à partir de la fin septembre, les feuilles commencent à se colorer. Donc, c'est une plante qui est sensible au photopériodisme. Quand la durée de la nuit est plus longue que la durée du jour, la feuille se colore. Donc voilà, pour avoir des plantes colorées, il faut que la durée de la nuit soit plus longue que la durée du jour. Alors Simon, si je veux récupérer un poinsettia, j'arrive à le dire maintenant, et que je veux le garder à la maison, qu'est-ce que tu nous donnerais comme conseil pour son entretien et pour le garder? Alors, pour garder un poinsettia chez toi, c'est pas très compliqué. Première chose à savoir, c'est comme tu le vois ici, on est dans une serre chaude. Donc, l'étoile de Noël poinsettia aime la chaleur. Donc, c'est une plante à mettre dans une maison, à l'intérieur. Un endroit à l'abri des courants d'air, pas trop près d'une porte d'entrée, il ne va pas aimer la différence de température. Pour l'arrosage, on privilégie une soucoupe, un joli cache-pot. On arrose, on met quelques gouttes d'eau 2 ou 3 fois par semaine pour arroser ta plante et tu devrais la garder quelques mois, voire plusieurs années. Pour Noël. Et donc du coup, concernant l'emploi, etc., pour entretenir tes serres, est-ce que tu fais appel à des employés? Comment ça fonctionne? Combien vous êtes, etc. Donc ici sur l'entreprise, j'ai 3 salariés à temps plein, Anne, Sandrine et Thierry, et un stagiaire et un apprenti. Donc chacun destiné à des tâches un petit peu particulières, soit plutôt dans les cultures, soit plutôt à faire des compositions, soit préparer des commandes. Donc aujourd'hui, je suis avec Anne et Sandrine, donc, qui travaillent toutes les deux en horticulture. Est-ce que vous pouvez un petit peu toutes les deux nous présenter votre parcours professionnel, la formation que vous avez fait, ce que vous aimez dans le métier que vous faites aujourd'hui? D'accord, ok. Et ben moi, c'est tout simple. Hein. Après la troisième, j'ai fait un BFA production
production horticole, hein, donc en Alsace. Après, j'ai fait un BTA aussi en production horticole et un début de BTS, mais que je n'ai pas fini pour des raisons, voilà, on va dire privées. Donc du coup, là, dans cette entreprise-là, ça fait une trentaine d'années que j'y travaille. Ce que j'aime bien dans le métier, c'est déjà, il y a un rapport avec la nature, le végétal, et puis au fil des saisons, on voit différentes cultures, différentes plantes, et puis... Moi, j'ai fait un bac S en lycée agricole. Puis après, je me suis relancée dans un BTS, mais en apprentissage. Donc, je suis venue en apprentissage ici pour faire mon BTS. Et après, ce que j'aime dans le métier, c'est on voit les saisons qui passent et que c'est assez varié suivant les saisons. On est un peu plus autonome aussi. Oui. On a chacune nos tâches un peu différentes. Ouais, c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que vous avez chacune une activité bien spécifique Anne, moi, je suis plus en production. voilà. D'accord. Et Sandrine, elle fait plus tout ce qui est composition. Voilà, tout ce qui est composition et accueil au niveau des particuliers.